la Voie lactée. Notre galaxie. Ce n'est qu'un minuscule grain de poussière dans l'univers. Mais elle regorge de merveilles cosmiques, toutes plus incroyables les unes que les autres. Nuages de gaz tourbillonnants, énormes trous noirs. Et malgré les collisions et explosions, cette galaxie abrite une planète hospitalière. Une terre d'où l'on peut partir explorer l'univers, en quête de réponses à certaines des plus grandes questions de l'humanité. Aujourd'hui, nous osons même poser la question suprême. Qu'y avait-il au commencement? Y avait-il quelque chose avant le Big Bang? Ça ne ressemblait à rien que l'on connaisse, ni que l'on puisse imaginer. Si on le découvre, est-ce que ça signifie qu'on pourra mesurer les conditions du moment de la création? Ce serait complètement fou. Notre vie commence bien avant notre naissance. Dès l'instant de notre conception, nous faisons partie intégrante de l'univers. Puis, nous venons au monde et tentons de trouver notre place sur Terre. Mais notre planète aussi a eu un commencement. Tout comme notre galaxie, la Voie lactée. Et les milliards d'autres galaxies qui, avec leurs milliers de milliards d'étoiles et de planètes, forment le cosmos. Toutes ces galaxies sont nées un jour. Mais qu'en est-il de l'univers? Si toutes les civilisations humaines ont créé un mythe des origines, c'est que cette question nous a toujours obsédés. Et que le commencement de l'univers demeure un mystère impénétrable. Mais cela fait à peine plus de 60 ans que nous nous aventurons dans l'espace en quête de réponses. À la recherche de l'origine de notre planète, de notre galaxie et même de l'univers. La marche du progrès technologique est toujours allée de plus en plus vite. Mais au XXe siècle, elle est passée à la vitesse supérieure. Les missions américaines du programme Apollo inaugurent les premiers pas de l'homme hors de la Terre. Elles permettent également aux scientifiques de remonter le temps cosmique. On doit cette avancée inédite à la mission Apollo 14, la troisième exploration lunaire du programme. Lancée en 1971, son objectif est clair: découvrir les origines non seulement de la Lune, mais aussi de la Terre. Pour ce faire, les astronautes prélèvent plus de 40 kilos d'échantillons rocheux sur leur site d'alunissage, le cratère Fra Mauro.
Après plusieurs décennies passées à étudier ces roches lunaires, les scientifiques réussissent enfin à déterminer leur âge. Elles datent de l'époque d'un violent événement qui a créé la Lune, mais aussi la Terre telle que nous la connaissons. Retour sur ce passé lointain. Dans un coin tranquille de la Voie lactée, une nouvelle étoile darde ses rayons sur un océan de débris. Pendant des millions d'années, les roches entrent en collision et fusionnent autour du Soleil. C'est ainsi qu'elles donnent naissance à un système planétaire. Et parmi les planètes de ce système, il y a la Terre. À cette époque, c'est un monde inhospitalier et toxique. Un enfer impropre à la vie. On pense que c'est une dernière collision qui va en faire le monde que nous connaissons aujourd'hui. Une collision colossale. Avec Theia, un petit objet céleste de la taille de Mars, né à peu près en même temps que la Terre, mais dont l'existence reste à ce jour hypothétique. L'analyse des roches lunaires prélevées lors des missions Apollo permet de dater la collision qui aurait eu lieu entre ces deux jeunes mondes. L'impact entre Theia et la Terre aurait pulvérisé la première et arraché de grandes quantités de matière à la seconde. Les débris de ces deux mondes ont vraisemblablement fini par former la Lune. Et cette collision aurait fait entrer notre planète dans la phase finale de sa formation. Percer le mystère des origines de la Terre est un premier pas dans notre quête pour dévoiler les secrets de la création du cosmos. En commençant par comprendre l'évolution de l'univers, on finira peut-être enfin par découvrir comment nous sommes arrivés ici. Depuis le programme Apollo, nous poursuivons l'exploration du système solaire pour approfondir nos connaissances. Chaque mission nous en apprend davantage sur la formation et les milliards d'années d'évolution du Soleil. Et des planètes en orbite autour de lui. Le Soleil règne en maître sur les planètes de son système, mais son royaume ne représente qu'une infime partie de notre galaxie. La Voie lactée. Semblable à un chemin laiteux éclairant l'obscurité céleste, la Voie lactée s'étend sur plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Elle est si vaste qu'il nous faudrait plusieurs dizaines de milliers d'années simplement pour atteindre les étoiles les plus proches de nous. Je pense à cette phrase d'Arthur C. Clarke. La seule façon de découvrir les limites du possible, c'est de s'aventurer au-delà, dans l'impossible. N'avons-nous pas tous une âme d'explorateur? Pour les humains, l'espace est vraiment la dernière frontière. Une frontière repoussée toujours plus loin par les nouvelles technologies. Parmi tous les télescopes spatiaux, il y en a un qui nous permet de comprendre les origines de planètes situées au-delà de notre système solaire. Kepler. La découverte de ces exoplanètes est une grande avancée dans notre quête cosmique. Le télescope Kepler est un chasseur de planètes. Un chasseur patient, à l'affût, en orbite autour du Soleil. De là, il a passé plus de 9 ans à observer 3 des constellations de la sphère céleste. Et il a fait une incroyable découverte. Presque toutes les étoiles de ces constellations ont au moins une planète en orbite autour d'elles.
ce qui signifie qu'il y a plus de planètes que d'étoiles dans notre galaxie. Et ces planètes sont d'une diversité à couper le souffle. Certaines n'ont absolument rien à voir avec celles de notre système solaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles sont déconcertantes. On trouve ainsi des planètes zombies, des planètes de feu, des planètes de glace, des planètes avec des pluies de verre obliques. Parmi cette étrange galerie de mondes extrasolaires, Kepler a également découvert un système planétaire qui en dit long sur les origines de notre galaxie. Situé à près de 120 années-lumière de la Terre, le système Kepler 444 abrite 5 planètes rocheuses. En analysant la lumière de l'étoile de ce système, le télescope nous a permis de découvrir son âge. Kepler 444 est largement 2 fois plus vieux que le Soleil. C'est la preuve qu'il existait des planètes dans notre galaxie bien avant la naissance de la Terre et du Soleil. Et que la Voie lactée a sûrement plus de 11 milliards d'années. Son âge précis demeure un mystère. Mais nous avons une alliée de taille pour nous aider à déterminer l'âge de toutes les galaxies de l'univers. La lumière. La lumière est un outil de mesure très précis parce qu'elle ne peut pas dépasser une certaine vitesse. Donc, pour venir jusqu'à nous depuis une destination très lointaine, elle met un certain temps. Sa vitesse avoisine les 300 000 km/s. C'est lent à l'échelle du cosmos. Tandis que la lumière du Soleil met à peine plus de 8 minutes à nous atteindre, celle de notre deuxième étoile la plus proche met plus de 4 ans. Quand on regarde des objets situés à 1 million ou 1 milliard d'années-lumière de nous, on les voit comme ils étaient il y a 1 million ou 1 milliard d'années. Autrement dit, la lumière est aux astronomes ce que les fossiles sont aux archéologues. La lumière fossile peut donc nous ramener aux origines de notre galaxie et peut-être même au commencement de l'univers. Mais pour réaliser l'impossible, il nous fallait un télescope hors du commun. Hubble est le premier télescope spatial de cette envergure. Et je le dis très sérieusement. C'est l'une des missions scientifiques les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Si le développement de Hubble commence dès le début des années 70, il faut attendre 1990 pour que le télescope soit enfin mis en service. Ensuite, pendant plus de 30 ans, il nous permet de voir plus loin que jamais auparavant dans la galaxie. Baptisé en hommage à l'astronome Edwin Hubble, qui a démontré l'existence d'autres planètes en dehors de la Voie lactée, le télescope a quitté la Terre à bord de la navette Discovery. Allez-y, Charlie. On a le feu vert, mais on aura 1 minute de retard. Entendu, Charlie. Pour Discovery, les visuels et proportions semblent bons. On aimerait se lancer. On est d'accord, Charlie. Hubble est doté de 2 panneaux solaires de près de 20 mètres carrés chacun. Ils alimentent les capteurs qui analysent la lumière des étoiles. Et le télescope a tellement de découvertes à son actif que sa mission a été prolongée de plusieurs années par la NASA. En orbite à près de 600 km d'altitude, Hubble présente un gros avantage sur les télescopes terrestres.
L'atmosphère terrestre brouille beaucoup d'images. Mais avec un télescope spatial, on obtient des images très nettes de notre univers. Grâce à Hubble, nous découvrons notre voisinage cosmique comme nous ne l'avions jamais vu. Le télescope nous a permis d'observer en détail plusieurs nébuleuses, ces immenses nuages de gaz et de poussière qui ne sont souvent rien d'autre que des étoiles en train de naître. Ce sont des espèces de pouponnières d'étoiles. Et certaines ressemblent à de véritables œuvres d'art. La nébuleuse de la Lyre est à couper le souffle. On pourrait penser que quelqu'un l'a dessinée sur l'objectif. Elle est vraiment impressionnante. Ces images stupéfiantes nous permettent de mieux visualiser la formation des étoiles. Mais l'objectif premier de Hubble était de nous donner une vision bien plus large de l'univers, afin de nous permettre de percer le mystère de ses origines. L'univers observable n'est que la partie visible du cosmos. Il fait plusieurs milliards d'années-lumière. Il est incommensurable. Autrement dit, nous ne sommes même pas une goutte d'eau dans l'océan. Andromède est la galaxie spirale la plus proche de la nôtre. Nous la voyons telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Mais Hubble est remonté encore plus loin dans le temps. Et il a recueilli des images d'une étrange rose cosmique, dessinée dans l'espace par deux galaxies en interaction. La plus grande des deux, UGC 1810, est 5 fois plus grosse que sa compagne. Et nous voyons ces deux galaxies telles qu'elles étaient il y a 300 millions d'années. Pour remonter aux origines de toutes les galaxies, Hubble doit chercher encore plus loin dans l'espace. Quand on est astronome, on peut être tenté de ne regarder que les choses évidentes. Mais elles ne représentent qu'une infime fraction de tout ce qu'il y a dans l'univers. C'est dans les ténèbres que Hubble a fait sa découverte la plus surprenante. On a tourné Hubble vers une portion de l'espace sans étoiles pour qu'il l'observe. Pendant 4 mois, Hubble scrute l'obscurité. Verdict, la région la plus sombre de l'espace n'est pas si vide qu'il y paraît. Ce qu'on a fini par découvrir, c'est une multitude de galaxies vieilles de plusieurs milliards d'années qui nous ont permis de remonter bien plus loin dans le temps qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer. Ces galaxies primitives n'ont rien à voir avec celles qui sont proches de nous. Véritables fossiles célestes, elles nous emmènent vers un passé toujours plus lointain. Jusqu'au jour où, aux confins de l'univers observable, Hubble découvre ce qui est peut-être l'une des toutes premières galaxies qui se soit formée dans l'univers. Une galaxie si lointaine que lorsque nous la regardons, nous revenons 13,4 milliards d'années en arrière. Cette extraordinaire galaxie à la forme étrange s'appelle GNZ11. C'est la galaxie la plus vieille et la plus lointaine que Hubble ait pu voir. Quand la Terre a commencé à se former il y a 4,6 milliards d'années, la lumière de cette galaxie voyageait déjà depuis près de 9 milliards d'années. Donc, cette lumière date du tout début de notre univers.
Découverte en 2016, GNZ11 est née quelques centaines de millions d'années à peine après le Big Bang. À l'époque, l'univers était encore en train de se former. Située dans la constellation de la Grande Ourse, GNZ11 est une galaxie bien étrange à l'aune de notre temps. « 25 fois plus petite et 100 fois moins massive que la Voie lactée, elle contient également bien moins d'étoiles. Mais ces étoiles sont énormes et violentes. GNZ11 est étonnante parce qu'elle est extrêmement lumineuse. On ne pensait pas que c'était possible dans l'univers des origines. C'est une espèce de colosse tumultueux avec des étoiles très jeunes qui viennent juste de se former. Ces étoiles ne sont probablement pas les toutes premières de l'univers, mais pas loin. Mais les scientifiques veulent aller encore plus loin et découvrir à quoi elles ressemblent à l'intérieur. Ce qu'ils espèrent, c'est que des protoplanètes, voire des planètes, soient en train de se former autour de ces premières étoiles. De fragiles objets pris dans le chaos généré par de jeunes astres tempétueux. Et qui pourraient bien être certaines des premières planètes de l'univers. La première planète de l'univers s'est formée quelque part. Mais on ne saura jamais rien à son sujet, ni quand elle est apparue, ni où, ni quel a été son destin, mais elle est forcément née quelque part. Ces étranges mondes primitifs ont joué un rôle clé dans le développement de l'univers. Et ils ont scellé le début d'une longue relation entre les étoiles et les planètes. Une relation qui, plusieurs milliards d'années plus tard, sur une lointaine planète bleue, provoquera l'apparition de la vie. Sans notre étoile, nous ne serions pas là. Mais bien avant tout ça, bien avant la naissance des premières étoiles et galaxies, l'univers était très différent et pour le moins inhospitalier. L'histoire des tout premiers temps de l'univers se déroule dans les ténèbres. Les astronomes appellent cette période l'âge sombre de l'univers. Une période sombre et froide, sans aucune étoile pour apporter sa lumière. Une période à laquelle des télescopes optiques comme Hubble n'auront tout simplement jamais accès. Quand on regarde l'âge sombre de l'univers, on ne voit la lumière d'aucune étoile. Tout ce que l'on voit, c'est de l'obscurité. Rien que de l'obscurité, à perte de vue. Sans aucune lumière d'étoile à suivre, nous nous retrouvons face à une impasse. Il semblerait que notre quête soit vouée à s'arrêter là. À moins que, contre toute attente, ce ne soit la lumière d'étoiles plus récentes qui ne détienne la clé du mystère des origines de l'univers. La lumière d'étoiles que nous pouvons observer, mais pas de n'importe quelles étoiles. Seul un type d'étoile peut nous renseigner sur l'évolution du cosmos
des origines à nos jours. Et ces étoiles, ou plutôt ces vestiges d'étoiles, ce sont les naines blanches. D'anciennes étoiles qui n'abritent plus de réactions de fusion nucléaire depuis longtemps. À partir du moment où une étoile comme le Soleil est à court de carburant, elle s'effondre sur elle-même et projette de la matière dans l'espace. Ce qui reste après ça, c'est une naine blanche. Généralement composées d'oxygène et de carbone, les naines blanches ont une masse proche de celle du Soleil, alors qu'elles font à peu près la même taille que la Terre. Autant dire qu'elles sont extrêmement denses. Si denses qu'elles sont comparables à de véritables diamants stellaires. Une seule cuillère à café de la matière dont elles sont faites pèse plus de 5 tonnes. Les naines blanches comptent parmi les objets les plus denses de l'univers. Mais comment ces étranges corps célestes peuvent-ils nous renseigner sur un temps où les étoiles n'existaient pas encore? Voire sur le commencement de l'univers. Les naines blanches reposent sur un équilibre précaire. Elles peinent à résister à la force gravitationnelle constante qui attire la matière vers leur centre. En d'autres termes, elles sont toujours dangereusement proches de la destruction. Il suffit que leur masse dépasse un certain seuil pour que la force gravitationnelle l'emporte. Et ce qui se passe ensuite, Hubble l'a observé pendant 1 an et nous en a livré des images impressionnantes. En 2018, le télescope se tourne vers une galaxie très lointaine, située dans la constellation de la Poupe, NGC 2525. Dans cette grande galaxie spirale, on a aussi découvert la supernova SN 2018 GV, dont les astronomes ont pu filmer la décroissance de luminosité. Remontons le cours de l'existence de cette ancienne étoile. Pendant plusieurs millions d'années, SN 2018 GV vit cachée, éclipsée par l'immense étoile avec laquelle elle est piégée dans une danse orbitale. Une géante rouge. Au fil des orbites, la force gravitationnelle de la naine blanche attire le gaz et le plasma de la géante rouge. Peu à peu, la masse de SN 2018 GV augmente. Elle s'approche de plus en plus de ce que l'on appelle la masse de Chandrasekhar. C'est la masse maximale qu'un objet très dense peut supporter. Au-delà, c'est l'effondrement gravitationnel assuré. Quand la naine blanche dépasse cette masse critique, une réaction thermonucléaire colossale se déclenche. SN 2018 GV finit par exploser en ce qu'on appelle une supernova de type 1A. Hubble a immortalisé ce moment avec lequel aucun feu d'artifice ne peut rivaliser. L'explosion a libéré une immense quantité d'énergie. Elle était 5 milliards de fois plus lumineuse que le Soleil. Grâce à Hubble, on en a un film en hyper accéléré. Sans cette luminosité,
Hubble n'aurait jamais pu filmer SN 2018 GV. Et une supernova de type 1A est un spectacle extrêmement précieux. Car quand la lumière de l'explosion nous parvient, elle porte en elle l'histoire de ce qui lui est arrivé, de ce qu'elle a rencontré en chemin, et même du temps qui s'est écoulé. La lumière d'une supernova de type 1A nous fournit donc des indices fascinants sur l'évolution de notre univers. Et ce n'est qu'en retraçant cette évolution que nous pourrons faire toute la lumière sur l'obscur commencement de l'univers. Les supernovae de type 1A sont comme un cadeau que l'univers nous fait. Parce que comme elles explosent toutes de la même façon, elles génèrent toutes à peu près la même luminosité. Donc quand on en voit une qui est moins brillante, ça signifie qu'elle est plus lointaine. Ça nous permet de mesurer la distance qui nous sépare de la galaxie qui abrite une supernova. Nous avons déjà vu des supernovae de type 1A un peu partout dans l'univers. Grâce à elles, nous pouvons donc évaluer la distance entre les différentes galaxies, ce qui nous aide à comprendre comment l'univers évolue au fil du temps. Quand on observe des supernovae lointaines, on remarque quelque chose de très intéressant. Leur lumière n'est pas seulement plus faible, elle est aussi plus rouge. En fait, plus une supernova est lointaine, plus sa lumière est rouge. Parce que tandis que la lumière voyage depuis une galaxie lointaine, comme l'espace s'étire, la lumière se retrouve aussi étirée et devient plus rouge. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le rouge. Toute lumière en provenance d'une galaxie lointaine présente un décalage vers le rouge, ce qui signifie que l'espace s'étire absolument partout. Ça nous amène à la conclusion vraiment incroyable que notre univers est en expansion. C'est en étudiant le décalage vers le rouge de galaxies entières que nous savons depuis près d'un siècle que l'univers est en expansion. Mais grâce aux supernovae de type 1A, nous pouvons désormais calculer précisément la vitesse de l'expansion de l'univers. Et les scientifiques ont fait une découverte totalement inattendue. Les astronomes qui travaillaient avec le télescope Hubble ont commencé à se rendre compte que l'expansion de l'univers était en constante accélération. Si l'univers est en constante expansion, fatalement, les galaxies et autres objets célestes s'éloignent toujours plus les uns des autres. Mais ce n'est pas tout. Puisque l'univers est en expansion, un simple exercice de déduction nous permet de remonter le temps et d'en conclure qu'il était plus petit par le passé. Remontons donc le temps. Nous pouvons revenir des milliers de milliards de jours en arrière. Avant la naissance de la Terre et du Soleil. Mais nous pouvons aller encore plus loin dans le passé. Atteindre l'ère qui a précédé la formation des premières galaxies. Puis traverser à rebours l'âge sombre de l'univers. Et enfin trouver l'instant précis où le cosmos est né. C'était il y a 13,8 milliards d'années. Et cet instant a un nom. Le Big Bang. Littéralement le grand boom. Pourtant,
Contrairement à ce que l'on croit souvent, l'univers n'est pas né d'une explosion. Il est plutôt le fruit de conditions cosmiques extrêmes. À l'origine, l'univers était très chaud et extrêmement dense. L'univers tout entier était contenu dans une minuscule région de l'espace. Donc l'univers dans son intégralité ressemblait presque au cœur d'une étoile. Absolument toute la matière du cosmos a été produite à cet endroit et à ce moment-là. Ces conditions incroyablement extrêmes n'existent plus dans notre univers actuel. Ce sont pourtant elles qui sont sûrement à l'origine de tout. Ça paraît presque miraculeux ou insensé de pouvoir étudier l'origine de l'univers. On me demande tout le temps, comment pouvez-vous savoir? Personne n'était là. Formulée au siècle dernier, l'hypothèse du Big Bang reste à ce jour la meilleure explication scientifique de la naissance de l'univers. En 2009, une mission est lancée pour tenter d'en apprendre plus sur l'univers primitif. Développé par l'Agence spatiale européenne, le télescope spatial Planck a pour objectif de détecter des preuves du Big Bang. Il part donc en quête de la lumière la plus ancienne de l'univers, le rayonnement fossile du Big Bang, aussi appelé fond diffus cosmologique. Si on le découvre, est-ce que ça signifie qu'on pourra mesurer les conditions du moment de la création? Ce serait complètement fou. Le télescope Planck est le premier engin capable de prendre des mesures extrêmement précises du rayonnement cosmique fossile. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. L'excitation était palpable, parce qu'on savait que c'était une incroyable opportunité pour mieux comprendre notre univers. Après environ 2 mois de voyage, le télescope atteint sa destination finale, bien au-delà de l'orbite de la Lune. Une fois en place, Planck scanne méticuleusement tout le cosmos, encore et encore. Un corps chaud a tendance à émettre de la lumière. Donc si l'univers des origines était vraiment dense et chaud comme on le pense, il devrait rester énormément de lumière de cette époque. Grâce à son miroir principal d'1,50 m de diamètre et à ses 2 détecteurs qui captent la lumière sous forme de micro-ondes, le télescope Planck permet aux scientifiques de cartographier les confins de l'univers. Il découvre alors le cosmos tel qu'il était, bien avant la naissance des galaxies et des étoiles. Le télescope reste 4 ans dans l'espace, jusqu'en 2013. Au terme de sa mission, les scientifiques ont une image ultra détaillée de l'univers juste après le Big Bang.
Cette image est l'une des plus fascinantes de l'histoire de l'astronomie et de la cosmologie. Elle représente le rayonnement du fond cosmique de micro-ondes. En gros, il s'agit de la première lumière du Big Bang, l'événement qui a donné naissance à notre univers. Le rayonnement du fond cosmique de micro-ondes représente un univers qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. Si je devais trouver une analogie, je dirais que voir cette première lumière, c'est comme assister à la naissance de son enfant. On voit la lumière de l'époque où tout l'univers était en feu, où il n'était pas un espace vide, mais un plasma bouillonnant. Mais le décryptage des données fournies par Planck n'a pas été instantané. À première vue, la lumière du Big Bang était un rayonnement diffus et rien d'autre. Il n'y a pas de galaxie, pas d'étoiles, rien qu'une boule lumineuse de plasma. C'est ce que montre le rayonnement. La première fois qu'on l'a vu, on l'a trouvé incroyablement homogène. Mais les détecteurs ultra sophistiqués de Planck sont sensibles à la moindre variation de lumière. Les variations lumineuses, qui s'accompagnent forcément de variations de température, se traduisent par différentes nuances de bleu, rouge et jaune sur cette célèbre image en fausse couleur. Les variations sont minimes, de l'ordre de moins d'un 100 millième de degré. Mais elles tendent à prouver que la boule de feu à l'origine de l'univers n'était pas parfaitement uniforme. Or, ces variations viennent forcément de quelque part. Elles sont donc la preuve d'une vérité implacable. Le Big Bang n'était pas le début. L'histoire de l'univers commence avant le Big Bang, à une période très étrange, dépourvue de toute matière. Tout ce qui existe alors, c'est l'espace-temps et de l'énergie. Un océan d'énergie, presque uniforme. Mais pas tout à fait. Ça ne ressemblait à rien que l'on connaisse ni que l'on puisse imaginer. C'était un champ énergétique avec de minuscules fluctuations quantiques. C'était des particules qui apparaissaient et disparaissaient. Comparables à de minuscules vaguelettes dans notre océan d'énergie, ces fluctuations détiennent le secret de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Elles sont à l'origine de tout. Sans ces fluctuations, il n'y aurait pas une seule étoile, pas un seul grain de poussière cosmique, rien de tout ça. Et nous ne serions pas là. Pour comprendre les origines de l'univers, il faut imaginer une minuscule bille dans cet océan d'énergie. Une bille qui va grossir jusqu'à pouvoir contenir toutes les étoiles et galaxies de notre univers. Et ce, en un temps record et à une vitesse exponentielle. Tout à coup, la bille se dilate bien plus rapidement que la vitesse de la lumière. Cette phase d'expansion ultra rapide s'appelle l'inflation cosmique. Donc, en un temps infinitésimalement court, notre univers est passé de la taille d'une bille plus petite qu'un atome à la taille d'un ballon de basket. On ignore comment, mais quand cette rapide expansion a commencé à ralentir, de l'énergie a créé la boule de feu originelle. L'inflation cosmique marque le commencement d'une véritable métamorphose. Et d'une période de création pure. Car l'énergie se transforme en matière. Mais toute cette matière porte la marque de ses origines. Les minuscules vaguelettes de l'océan d'énergie primitif sont en quelque sorte imprimées dans notre univers.
Ces petites fluctuations quantiques ont été soumises à la même expansion que le reste. C'est ainsi que ces minuscules irrégularités ont fini par prendre des proportions astronomiques. Les fluctuations qui existaient avant le Big Bang seront donc à l'origine de tout ce que l'on voit dans le ciel aujourd'hui. Ces minuscules variations se retrouvent désormais aux quatre coins de l'univers qui vient de naître. Et sous l'influence de la force gravitationnelle, elles créent d'immenses traînées de matière. Mais aussi d'immenses vides. Le tout forme une espèce de toile gazeuse qui s'étend à travers le cosmos. Les régions les plus denses de cette toile cosmique finissent par s'effondrer, donnant ainsi naissance aux premières étoiles. Et aux premières galaxies. « 9 milliards d'années d'évolution cosmique plus tard, une nouvelle étoile apparaît dans la Voie lactée. Le Soleil. Huit planètes s'assemblent autour de lui. Et parmi elles, il y a la Terre. Un monde où l'on retrouve de l'hydrogène formé durant le Big Bang, mais aussi du carbone, de l'oxygène et d'autres éléments, tous créés au cœur des étoiles. Du mariage de ces éléments naîtra la vie, et donc l'humanité. On est un grain de poussière sur un grain de poussière. On est quantité négligeable à l'échelle de l'univers, à tous les niveaux. Et pourtant, on est capable de voir le commencement de l'univers. C'est vraiment une leçon d'humilité, même si on a réussi à comprendre énormément de choses. L'univers s'est en quelque sorte offert à nous pour qu'on l'étudie. Et c'est peut-être notre seule raison d'être. Peut-être que l'univers nous a créés juste pour qu'on le comprenne. On sera à peine une phrase dans le grand livre de l'univers. Donc, je crois qu'il nous incombe d'écrire la meilleure phrase possible. Je suis impatient de voir la suite.